Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier De Scuter co-anime cet épisode. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons un invité de marque puisque pour parler triathlon, on parle rarement de triathlon sans parler d'Ironman et nous avons un représentant du triathlon Ironman, à savoir Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour à tous les deux. On a une tradition dans ce podcast, Thibaut, c'est de laisser la main à notre invité pour se présenter en quelques mots. Donc dis-nous tout, qui est Thibaut ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? On l'aura compris, tu représentes Ironman, mais je vais te laisser faire ta présentation. Et puis, question classique aussi pour les sportifs que l'on reçoit, quel est ton premier souvenir de sport ? Eh bien, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Thibaut Vélard, j'ai 36 ans, papa de 2 enfants en bas âge, ce qui est probablement la pire situation pour faire du triathlon. J'en ai 4, alors je connais. D'accord, donc je compatis. Et ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans l'univers du sport. Je suis passé par chez ASO, donc pas forcément en touchant au triathlon, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le Garmin Triathlon de Paris, mais beaucoup plus sur la course à pied et le marathon. Alors, on va le rappeler juste pour ceux qui ne connaîtraient pas ASO. ASO, c'est Amaury Sport Organisation. C'est, entre autres, ceux qui organisent le SMI de Paris, le Marathon de Paris, le Marathon des Sables, le Garmin. Pas le Marathon des Sables. On va dire que leur fer de lance, c'est quand même le Tour de France, avant tout. Oui, c'est vrai, autant pour moi là, aussi. On est sur un autre sport, mais oui, c'est Tour de France, Dakar, et après, ils ont beaucoup de courses à pied. Et tu les as cités, principalement le Marathon et le SMI de Paris, qui sont les 2 gros événements. Donc, autant pour moi, le Marathon des Sables, j'ai confondu avec le Dakar. Je savais qu'il y avait un truc dans le sable. Il y avait un truc dans le sable, effectivement. T'étais pas très loin, mais c'est avec des voitures et des camions plutôt qu'à pied. 8 ans passés chez Amaury Sport Organisation. Ensuite, je suis allé à Singapour pour gérer le marathon de Singapour via une petite agence qui, par la suite, s'est fait racheter par Ironman en 2016. C'est comme ça que je suis devenu salarié d'Ironman. 2016, je suis resté 5 ans à Singapour et je suis rentré en France en 2019. D'abord par une fonction commerciale et depuis maintenant 1 an, je suis directeur régional pour la France, le Benelux et une partie de l'Afrique Moyen-Orient pour le compte d'Ironman. Alors, quand tu parles de directeur régional, on entend région au sens plutôt commercial, mais pas au sens région française. On est sur la région, comme tu l'as dit, une partie Ironman d'Afrique. Est découpé un peu comme la plupart des entreprises, on va dire. C'est-à-dire que tu vas avoir Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ensuite, tu vas avoir la grosse région qui s'appelle EMEA, qui est donc Europe, Middle East, Africa, à laquelle je suis rattaché. Et donc, du coup, dans EMEA, j'ai effectivement France et Benelux qui font partie de l'Europe. Et Middle East, Africa, j'ai Oman et le Maroc, pour l'instant, où nous avons des événements. Voilà les pays sur lesquels j'agis. Donc directeur, ça veut dire en gros faire en sorte que les événements se passent bien, gérer les équipes et pourquoi pas faire grossir le nombre d'événements, la qualité des événements et tout ce qui peut graviter autour de ces événements, quoi. Bon, je rentre en plein dans le sujet, dans le vif du sujet là. L'Ironman Belgique, c'est pour quand ? J'allais poser la question, tu vois. J'ai même pas le temps de me poser que je me fais déjà attraper. Écoute, on y travaille. C'est vrai que c'est une anomalie. Alors on a été présent en Belgique il y a plus d'une dizaine maintenant. C'était du côté d'Anvers, il me semble. Oui, c'était un semi. C'était un semi, ouais. Alors on va y aller step by step, mais déjà la présence d'Ironman en Belgique. C'est, je pense, pour bientôt. On y travaille fortement parce que c'est ce que je disais, une anomalie de pas y être. C'est un pays quand même central en Europe. Il y a une énorme culture sport, endurance et triathlon avec quand même 2 champions du monde en ratio population champion du monde Ironman. C'est quand même, je pense, le top. Donc clairement, il y a quelque chose à faire là-bas et c'est vrai okay. J'en profite, je mets aussi les pieds dans le plat du coup. Au Luxembourg, on a 1,73, 70.3 half, semi. À Caen, le full, s'il te plaît. les gars, doucement. Non, il faut... Alors tu auras compris, il y a un Belge, il y a un Français qui vit au Luxembourg, donc voilà, on commence déjà à mettre les pieds dans le plat, on pose nos questions. Il faut y aller mollo. Aujourd'hui, il y a un bel événement au Luxembourg qui est bien installé. Ouais, ça fait une dizaine d'années que 73 est là. On a 3100 inscrits pour cette édition 2022 qui aura lieu au mois de juin. Là. Donc c'est plutôt pas mal.
Après, il faut aussi faire en sorte que le marché soit présent. Est-ce que si on ouvre un full au Luxembourg, ça répondra présent? Sachant qu'on a des épreuves en Allemagne, on a des épreuves en France, on en a un aux Pays-Bas, qui est pas très loin, à Maastricht. Voilà, il faut faire attention à tout ça et pas se dire tiens, il y a peut-être une opportunité, il y a beaucoup de choses à étudier avant de se lancer. Mais en tout cas, on y travaille, vous inquiétez pas, on est au Luxembourg et on sera probablement un de ces jours en Belgique. Ça marche. Bon, désolé de t'être sauté dessus comme ça dès le début. Revenons-en à ton parcours du coup. Donc tu disais Benelux, France Benelux. France Benelux, ouais. Aujourd'hui, c'est principalement la France parce que c'est là où on a le plus grand nombre d'événements. Hein. La Belgique, on vient de passer un peu de temps dessus. Où pour l'instant, on n'a rien. Les Pays-Bas, où on a 2 week-ends à West-Friesland et à Maastricht. Le Luxembourg, on a effectivement un 73 qui arrive bientôt parce que c'est courant juin. Et ensuite, un peu plus au sud, donc les licences au Moyen-Orient avec Oman et Maroc pour l'Afrique du Nord. Simplement parce que l'Afrique du Nord, ça a une logique culturelle et linguistique, puisque évidemment, ils sont beaucoup plus proches de la France, donc c'est logique que ce soit géré, entre guillemets, depuis la France, quoi. Alors, à ce micro, il y a quelques mois, ça fait longtemps déjà, on a eu Marie Léotet, je ne sais pas si tu connais, alias l'outil runner, qui est en train de faire un tour du monde en courant. D'accord. Et qui nous disait qu'elle avait participé aussi au lancement d'Ironman en Grèce. Ça fait pas partie de ta zone commerciale. Non, c'est pas partie de ma zone, mais effectivement, en fait, je sais pas si vous connaissez un peu le modèle Ironman. Il y a une époque où on était vraiment sur ce qu'on appelle la franchise, où un opérateur local pouvait acheter la marque Ironman et l'utiliser dans son pays. Aujourd'hui, enfin, ça fait maintenant une quinzaine d'années, le modèle a complètement basculé puisqu'on est propriétaire et organisateur de nos événements, on va dire sur la quasi-totalité du globe, sauf les pays où c'est encore nouveau, où c'est peut-être un peu moins stable ou plus compliqué, on va dire politiquement ou économiquement. Et ces pays-là, on fonctionne en franchise. Après, ça fonctionne aussi par opportunité. Donc, typiquement, en Grèce, on est encore sur une franchise, ce qu'on appelle une licence aussi en interne. Au Maroc, c'est une licence. À Oman, c'est une licence. Alors qu'en Europe de l'Ouest, tous les pays que vous connaissez bien, qui sont autour de la France notamment, on est vraiment propriétaire et organisateur de nos événements. Donc, le business, il est un petit peu différent selon les pays dans lesquels on est. La différence justement entre que ce soit un Ironman sous licence ou que ce soit vous qui opériez en tant que propriétaire du label et des compétitions, c'est quoi? C'est que finalement, ceux qui vont organiser les courses quand vous êtes propriétaire, c'est des salariés de la société Ironman. Exactement. C'est-à-dire que toi, en tant qu'athlète, tu n'as pas à te soucier si c'est un événement organisé par un licencié ou par Ironman. Puisque, in fine, tu vas participer à l'Ironman ou l'Ironman 73 de je ne sais où. Et tu dois retrouver les mêmes standards, la même qualité d'organisation et le même effet waouh quand tu viens faire un Ironman, parce que c'est généralement pour ça qu'on vient faire un Ironman. Après, c'est pas pour la difficulté de l'épreuve. Ah, mince. et aussi pour la difficulté de l'épreuve. Mais en soi, oui, la différence, tu l'as mentionné, c'est-à-dire que moi, je suis salarié d'Ironman, donc quand je dis propriétaire et organisateur, c'est The Ironman Group qui est propriétaire, donc ce sont nous, les salariés, qui organisons les épreuves. Quand c'est un licencié, il achète le droit d'organiser. Maintenant, nous, je te parlais des pays, Oman ou Maroc, ou même les Pays-Bas d'ailleurs, on travaille avec un licencié aux Pays-Bas. Au quotidien, je suis en contact avec eux, j'ai mes équipes opérationnelles qui sont en contact avec eux, et l'idée, c'est de les guider, de les aider. Maintenant, sur le terrain, ce sont eux qui vont opérer l'événement, qui vont le livrer avec notre aide. Et nous, on est là aussi en tant que garde-fou de la marque pour faire en sorte que je fasse pas n'importe quoi. C'est-à-dire que toi, quand tu vas faire l'événement Ironman A ou B, tu dois avoir exactement la même expérience, donc retrouver sur les ravitaillements le même ordre, etc., etc. Tout ça, ce sont des guidelines et des règles qu'on applique sur l'ensemble de nos événements. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les licenciés appliquent ces règles-là pour que vous, athlètes, ne voyez aucune différence. Il est juste là. Après, en soi, l'événement, ça reste un événement Ironman et il n'y a aucune différence entre un Ironman, par exemple, à Maastricht ou un Ironman à Vichy. Bon, si ce n'est peut-être le terrain ou la météo. Évidemment, mais ça, que ce soit un événement sous licence ou en propriété, ça ne change absolument rien et on n'a aucun contrôle là-dessus. Pareil pour les distances aussi. Il y a eu un petit débat là justement avec Martin Van Riel qui
qui a terminé à Dubaï. On ne savait pas trop est-ce que c'était le record du monde ou pas, parce que un circuit n'est pas l'autre. Alors, les distances, c'est pareil. Techniquement, c'est 1,9, 90 et 21,1 pour un. Mais il y a une marge, non? C'est combien la marge d'erreur? Effectivement, on n'est pas sur un label FFA ou voilà, un semi-marathon, ça doit être 21,097 à 1% près. Non, c'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas avoir 1500 mètres de dénivelé sur un 70.3, retirer 1 km ou 1,5 km au vélo, bon, 1500 de D+, ça commence déjà à faire mal aux pattes. On a une certaine tolérance. Après, à nous aussi de faire en sorte que les distances soient appliquées partout de manière équitable sur l'ensemble de nos événements, quoi. Et du coup, c'est quoi la différence pour toi entre l'organisation enfin, en course à pied, d'événements de course à pied et de triathlon, parce que j'imagine au niveau logistique déjà ça doit pas mal changer. C'est quoi les grosses différences pour toi? Je vais pas dire que ça a rien à voir parce que ce serait mentir, mais alors moi j'ai travaillé sur des épreuves course à pied vraiment dites de masse, parce qu'on parle de entre 20 et 50, 60 000 personnes en course à pied. Évidemment, en triathlon, 60 000 personnes, c'est juste c'est ça va faire des sacrés rolling stars, des rolling stars pendant 3 jours. C'est de la science-fiction. Du coup, le volume d'athlètes a absolument rien à voir d'un sport à l'autre. Ce qui fait que même si les attentes, effectivement, sur un triathlon, et notamment sur un Ironman, sont beaucoup plus hautes, parce que le prix du dossard est plus élevé, donc forcément, les athlètes ont des attentes assez élevées. En revanche, quand tu fais une petite erreur, parce que ça peut arriver, hein, c'est notre métier, on fait du live, donc on est sans filet, tu as le temps de la corriger sur un Ironman. Et ça peut affecter peut-être 5-10 personnes le temps que tu corriges cette erreur. Sur un marathon où tu as 50 000 personnes, la moindre brèche devient un gouffre où ça impacte tout de suite des dizaines de milliers de participants, parce qu'il y a une telle densité que tu as un niveau, je trouve, de stress qui est vraiment encore un cran au-dessus. Alors oui, la durée de l'épreuve sur un marathon, tu vas être sur 8 heures, ce qui est équivalent peut-être à un 73, alors que sur un full, tu vas être à 18h, 18h30, parce qu'il y a le rolling start, etc. Donc effectivement, la durée, elle est plus importante sur un full, mais je trouve que le stress, l'intensité de stress sur un marathon où tu as 50 000 participants, c'est d'une telle intensité que tu prends 10 ans en 2-3 éditions de marathon. Alors, on est bien d'accord, quand tu parles de durée des épreuves, tu parles pas de la durée la plus longue du compétiteur le plus, entre guillemets, lent. Tu parles pour vous, organisateurs, voilà, à partir du moment où le matin, tu ramènes les cafés à tes équipes jusqu'au soir, où tu vas les border, ça peut durer parfois 18-20 heures. Exactement, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est pas la même approche. Et l'installation, c'est-à-dire que le marathon, on va être en pleine ville, donc on a un temps d'installation qui est hyper court. Un triathlon, généralement, alors à part à Nice, par exemple, où on est en plein centre-ville, il y a des choses qu'on doit faire en pleine nuit. Le reste du temps, on a quand même pas mal de temps pour s'installer. On est là sur 3-4 jours pour monter. Donc, bon, ça représente beaucoup de travail, une grosse intensité, mais c'est beaucoup moins condensé, je trouve, qu'un événement en cœur de ville, de métropole, où tu as des centaines de milliers d'habitants, où tu dois tout installer et tout déménager en un temps record. Donc je trouve que cette approche est différente. Après, en triathlon, tu as 3 sports à gérer, donc t'es éparpillé vraiment partout dans la nature. Tu dois avoir des équipes qui sont partout, parce que tu peux pas démultiplier les gens et gérer à la fois le swim et le bike, parce que quand il y en a qui nagent, il y en a qui sont déjà en train de rouler. Donc voilà, il faut s'armer pour être prêt à gérer chaque discipline, sachant que la transition est pour nous considérée comme la 4e discipline. Donc tu dois vraiment avoir des gens partout, avec des yeux partout, qui sachent gérer et maîtriser chaque événement. Tu as le même nombre de bénévoles par participant, ou t'en as plus sur le triathlon? Alors c'est pas, le nombre de bénévoles, il est pas forcément lié au nombre de participants, parce que au final, ou en tout cas de staff. Ouais, alors le nombre de staff, oui, grosso modo. C'est-à-dire que la particularité de la France, tu vois, c'est on a quasiment que ce qu'on appelle des festivals. Cette année, avec Aix, Nice et Vichy, on a les 2 distances sur soit un même week-end, soit une même journée. Et ça, du coup, ça mobilise. Enfin, c'est l'équivalent en fait d'un full en mobilisation de staff, parce que quand tu arrives à plugger un 73 sur un full, ça rajoute peut-être un petit peu de difficulté en termes de staffing, mais on va dire que c'est l'équivalent d'organiser un full.
Oui, ça demande beaucoup de monde et ça demande plus ou moins. En fait, c'est le parcours vélo qui va vraiment déterminer, si tu veux, la jauge selon le nombre d'intersections, etc., de besoins en bénévoles sur le parcours vélo. Après, le reste, généralement, t'es plus ou moins équivalent sur une zone de transition, sur un départ, sur un retrait des dossards, etc., etc. Tout ça, c'est assez calibré selon l'événement, quoi. J'imagine qu'en vélo, ça va jouer aussi au nombre de boucles. S'il y a 2 boucles ou s'il y a 4 boucles, tu auras besoin peut-être d'un peu moins de bénévoles. Exactement. Et puis en triathlon, comme tu disais tout à l'heure, quand tu es un bénévole sur la natation, tu peux pas être entre guillemets recyclé sur le vélo. Par contre, en général, quand le premier commence à courir, tout le monde a fini de nager, donc tu peux récupérer tes bénévoles de natation sur la partie course à pied. On essaye au maximum d'impliquer nos bénévoles sur un maximum de missions, parce qu'on sait tous la difficulté de recruter des bénévoles. Encore, on s'en sort bien. On a des équipes qui travaillent très bien avec les bénévoles. On a créé des relations maintenant avec toutes les communautés locales, et ça, c'est pour nous essentiel. Parce que que ce soit nous, Ironman, ou n'importe quel organisateur, aujourd'hui, on dépend beaucoup de ces ressources, de ces bénévoles, de leur motivation, de leur implication. Donc on fait tout pour les impliquer au maximum et faire en sorte que ils passent du bon temps aussi, parce que ils sont là pour travailler, mais bon, ils sont aussi là pour passer du bon temps, faire partie d'un événement international et que ce soit valorisant pour eux. Donc mais oui, on essaye au maximum, comme tu disais, un bénévole, une fois qu'il a fini le swim, ça va durer aller sur un full, ça va durer peut-être 2 grosses heures. Effectivement, à partir de ce moment-là, il peut commencer à s'orienter vers la ligne d'arrivée parce que on sait qu'on a encore un peu de temps. Généralement, sur un full distance, on est quand même sur du double shift parce que tu vas pas demander à un bénévole de rester 17 heures d'affilée pour nous filer un coup de main. Donc, on essaye pour une mission d'avoir 2 personnes au maximum qui viennent travailler avec nous. Par contre, au niveau du staff, j'imagine que vous, c'est one shot, quoi. Vous dormez pas pendant 2 jours, quoi. Oui, on essaye. Maintenant, on est quand même assez rodés. Les équipes sont là depuis... même les plus jeunes, entre guillemets, sont là depuis au moins 3-4 ans. Donc, commence à être rodés. Et le but, c'est pas la course à celui qui dormira le moins. Au contraire, le but, c'est d'avoir un maximum de force aussi pour gérer tous les imprévus, pour garder la lucidité. Pour débarrasser les barrières à la fin. C'est du live, c'est sans filet, donc des erreurs, ça arrive. Mais quand on commet une erreur, il faut être capable de prendre la bonne décision au bon moment, dans un temps record, pour justement corriger ça. Et rien de tel qu'un peu de sommeil pour garder cette lucidité, sommeil et expérience, clairement, pour garder cette lucidité et être apte clairement au dernier, aux réouvertures complètes de l'épreuve. Donc généralement, oui, on dort peu la nuit du samedi au dimanche pour pouvoir gérer les événements. T'as des exemples d'erreurs comme ça, de fois où vous êtes bien pris les pieds dans le tapis? Ah, des exemples d'erreurs, non, honnêtement, des trucs d'il y a longtemps. Non, on va plutôt dire, raconte-nous une anecdote, ça passe mieux. C'est plus politiquement correct. Des apprentissages. Non, j'ai pas forcément d'anecdote récente sur Ironman. J'en avais une, c'était mon premier semi de Paris où ça devait être en 2000, que je dise pas de bêtises, 9, où il y avait eu un bouchon monstrueux sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que ça suivait pas une fois passé la ligne à remettre la médaille au ravitaillement. Et toi, tu commences à voir les gens s'accumuler jusqu'à la ligne d'arrivée, où derrière, ça commence à s'accumuler, à s'agglutiner avant la ligne d'arrivée. Et il y a eu des gens qui ont dû mettre, je sais pas, 10 minutes à passer la ligne à l'arrêt, quoi. Ça, pour ton chrono, ça fait mal quand même. Ah, ça fait très mal au chrono. Et t'as pas forcément de solution live. Alors oui, tu ouvres les vannes de tous les côtés, mais c'est presque trop tard, quoi. Donc c'est typiquement le genre d'erreur où tu le fais une fois, tu le fais pas 2. C'est-à-dire que l'année d'après, tu vas mesurer la largeur, tu espaces un maximum les choses et tu tires les leçons de tes erreurs passées. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une faille peut vite devenir un gouffre. Un semi, en plus la densité sur un semi, elle est monstrueuse. Autant sur un marathon, voilà, ça va entre, on va dire que le peak time, il est à 3h45, 4h, sur un semi, c'est divisé par 2, donc t'as un nombre d'athlètes qui passent la ligne d'arrivée à la minute qui est monstrueux, donc la moindre erreur peut devenir catastrophique.
Donc on fait en sorte, on a pas mal de points à valider. Alors encore une fois, tu peux pas tout anticiper, tu peux pas tout prévoir. Une tempête de grêle ou moindre truc comme ça. T'as beau avoir tous les plans de la planète, t'as toujours un truc qui va tomber de nulle part que t'avais pas forcément prévu. Mais voilà, encore une fois, c'est notre métier et notre savoir-faire, c'est d'être capable de réagir à plus ou moins n'importe quelle situation. Alors après, tu réagis plus ou moins rapidement, mais en tout cas, on se doit de réagir à toutes les situations possibles pour, encore une fois, être certain que nos athlètes sont en sécurité. Si je me parlais d'une tempête, le but c'est pas qu'ils rallient la ligne d'arrivée, c'est que justement ils soient protégés. Si la décision c'est d'arrêter la course, on arrête la course. Clairement, ça fait suer tout le monde, mais si c'est la décision la meilleure et qui permet aux athlètes d'être en sécurité, c'est celle qu'on prend. Pour le coup, là, ça fait plus suer s'ils arrêtent. Hein. Ça fait plus suer. C'était pour pas dire le mot chier. Mais... alors, comme Olivier a dit qu'il avait plein de questions, je vais essayer d'en placer quelques-unes avant. Tout à l'heure, on parlait des bénévoles. Justement, comment est-ce qu'on recrute des bénévoles sur une course comme Ironman ? Alors, parce qu'en plus, il faut pas se le cacher, Ironman, ça reste une société commerciale, donc l'objectif de la société Ironman, au-delà de procurer du plaisir à ses participants, c'est aussi de faire du business. Donc, comment est-ce qu'on arrive à recruter des bénévoles qui, en plus... Comme toute société, oui, comme toute société privée, on est des salariés, il faut bien payer les salariés. Mais même comme les associations sans but lucratif, c'est pas parce qu'elles sont sans but lucratif que les salariés sont pas payés. Voilà. Non, mais donc du coup, comment est-ce qu'on recrute des bénévoles et peut-être parfois, est-ce que tu as été confronté à des bénévoles qui t'ont dit ouais, mais moi, je te file du temps gratos, alors que toi, tu vas gagner de l'argent entre guillemets sur mon dos. Non, alors ton dernier point, non. Dans ces cas-là, ils viennent pas. Enfin, tu vois, s'ils adhèrent pas à cette philosophie, clairement, ils viennent pas. Généralement, on s'appuie sur on va dire que le premier point d'appui, ça va être le ou les clubs de triathlon locaux. Parce que forcément, ils ont une culture du triathlon, une connaissance de l'univers, et quand tu parles d'une zone de transition à quelqu'un qui fait partie d'un club de basket, ça lui parle pas forcément, alors qu'un club de triathlon, déjà, tu commences à être un peu plus dans le juste. Donc, c'est les premiers sur lesquels on va s'appuyer. Après, on va essayer de trouver on essaie quand même de s'appuyer plus sur les clubs de sport. Parce que, voilà, on reste un événement sportif. Il y a forcément une culture et une philosophie sportive quand tu vas parler à un club d'athlètes, un club de vélo. Voilà, on essaie aussi de se rapprocher par rapport à nos sports. On a la chance d'avoir 3 sports, donc déjà, on peut aller... parler avec les associations et les clubs sportifs de ces 3 disciplines, plus la discipline triathlon. Donc ça commence déjà à faire un cercle assez large. Et après, c'est amis d'amis, c'est tous les autres clubs, les clubs omnisports, les clubs de foot, de basket, de rugby, etc. C'est on va dire, le premier point. On essaie de travailler parfois avec les écoles aussi, parce que c'est intéressant pour eux, ça leur fait aussi découvrir alors pas les écoles primaires évidemment, on va être plus sur lycée ou STAPS ou voilà les écoles comme ça. Ça leur permet de mettre un peu le pied à l'étrier, de voir un peu l'univers sportif, mais en même temps l'univers de l'entreprise, voir comment on travaille. On est quand même assez réputé pour notre organisation, donc c'est aussi intéressant, je pense, de voir de l'intérieur comment une entreprise comme Ironman organise ses événements. Donc voilà, c'est une expérience intéressante pour ces gens-là. Et après, on a évidemment aussi des retraités. C'est en France le tissu de bénévoles. C'est aussi beaucoup de retraités qui ont du temps à donner, qui ont envie de se sentir utiles. Et on travaille aussi beaucoup avec les retraités qui sont soit passionnés de sport, soit juste qui habitent dans le coin et qui ont envie de donner de leur temps et de nous donner un coup de main. Donc honnêtement, oui, parfois certains postes sont un peu plus ingrats que d'autres. Je pense typiquement à un rôle de signaleur vers la fin du parcours vélo où ça peut être long, où là on essaie d'avoir des shifts aussi. Mais honnêtement, bénévole sur le départ ou sur la ligne d'arrivée, à remettre les médailles, c'est quand même quelque chose d'assez gratifiant. Tu vois des sourires, tu vois des pleurs. Alors des pleurs d'émotion, de satisfaction, c'est quand même assez intense et assez fort en émotion de pouvoir faire partie de cette fête-là. Donc voilà. Et nous, on essaie aussi de faire très attention, que ce soit c'est des détails, mais sur les tenues des bénévoles, sur tout ce qui est repas des bénévoles, essayer de faire des soirées après aussi pour les remercier. Donc c'est hyper important pour nous aussi de les impliquer dans nos projets, quoi. Alors juste une petite précision, tout à l'heure tu parlais de STAPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est fac de sport en France. Voilà. Exactement.
C'est vrai qu'on s'adresse à un public francophone, mais pas C'est forcément ça, français. exactement. T'avais une question, Olivier, peut-être? Ah, mais moi, j'en ai plein. Hein. Bon, bah, moi, je vais y aller. Alors, Non, mais bon, c'est vrai qu'on t'a un peu sauté dessus là. Mais si on revient un petit peu dans tes débuts dans le triathlon, enfin même à titre perso, je veux dire, toi, bon, tu t'occupais de courses à pied à Singapour. T'avais déjà fait du triathlon à l'époque, ou c'est au moment où la course se fait racheter par Ironman que tu découvres un petit peu cet univers? Alors, c'est une bonne question. J'ai commencé le triathlon juste avant de partir à Singapour. Je me suis acheté un vélo. Au début, j'étais ouais, le vélo, c'est un peu un sport de plouc, comme on dit en France. Peut-être parce que j'avais 27, 28 ans. Et en fait, j'y ai pris goût et je me dis, tiens, j'ai fait quelques marathons, j'ai un vélo, pourquoi j'essaierais pas le triathlon? Donc j'ai fait mon premier triathlon à Annecy, ça devait être en 2014, juste avant de partir à Singapour. C'était quoi? C'était l'Alpman? Ou c'était autre chose? Non, ça s'appelait le triathlon d'Annecy, c'était un distance olympique qui a lieu, je crois, au mois de mai-juin, quelque chose comme ça. C'était pas l'Alpman, et j'y suis allé avec 2-3 potes, et je trouvais ça marrant. Et du coup, par la suite, j'ai déménagé à Singapour, j'ai emmené mon vélo avec moi. Parce que Singapour, il fait très chaud, mais pour le coup, c'est top pour s'entraîner, pour faire du triathlon, parce qu'il fait la même température toute l'année. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu transpires déjà rien que de mettre tes chaussures, donc t'es chaud pour aller faire du vélo. Contrairement à chez nous, où en ce moment, à 5 heures du matin, perso, je ne mets pas les pieds dehors. Donc du coup, c'était hyper pratique, et j'ai commencé j'ai continué à faire des petits triathlons, distance S, olympique. Et quand on s'est fait racheter, on avait, avec quelques copains là-bas, on avait pour projet de faire notre premier 73, et ça a concordé avec le moment du rachat. Donc j'ai fait mon premier 73 à Da Nang au Vietnam, et j'ai écumé à peu près toutes les courses Ironman en Asie. Donc c'est des villes ou des pays qui font un peu rêver depuis notre froid européen. Mais c'est vrai que quand tu habites à Singapour, c'est assez pratique, parce qu'en 1 ou 2 heures d'avion, t'es en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie, etc. Donc j'ai fait quelques courses par là. J'en ai fait en Australie aussi, parce que c'est pas si loin que ça de Singapour. Donc du coup j'ai fait, je m'y suis mis vraiment pas mal, parce que encore une fois la pratique du triathlon elle est facile à Singapour. Tu peux aller courir à n'importe quel moment. Et pour le vélo, tu fais comment? Parce que bon, Singapour, c'est une ville. Dès que tu sors de la ville, bah, t'es en Malaisie, du coup, donc, ou dans la mer. Alors, tu peux pas, enfin, si tu peux aller faire du vélo en Malaisie, il faut passer la frontière, etc. Mais le tour de l'île à vélo, il s'appelle RTI, Round the Island. C'est très connu des amateurs de Strava et de vélo à Singapour. Il fait à peu près 120-130 km. Ah, d'accord, quand même, ok. Donc, ça fait déjà un bon tour. C'est plat, il n'y a pas de dénivelé. Alors si tu peux aller te choper des petites collines que tu vas faire 15 fois d'affilée pour prendre 1000 mètres de dénivelé, mais sinon c'est très très plat. C'est des routes larges, plutôt bien entretenues. Il y a quelques autoroutes, mais t'as pas le droit d'y aller en vélo. Mais franchement, ça se fait hyper bien. T'as vite des groupes tous les jours, tous les matins. Tu peux retrouver des groupes de niveau à un point de rendez-vous des cyclistes. Donc c'est assez facile pour s'entraîner. La plupart des résidences, quand t'es étranger à Singapour, t'as une piscine. Moi, j'avais une piscine olympique dans ma résidence que personne n'utilisait, donc forcément, c'est pratique pour t'entraîner. Ah, je t'envie, hein, parce que moi, à Luxembourg, je suis obligé de prendre, des créneaux. La piscine, elle a 30 bornes de chez moi, c'est une horreur pour s'entraîner. Là, j'ai la pluie bordelaise, t'inquiète, c'est fini tout ça. Mais voilà, donc les conditions étaient vraiment réunies pour s'entraîner. Les copains, pareil, qui habitent à côté, donc tu vas t'entraîner en groupe. Et du coup, j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine de 70-3, et j'ai fait mon premier et dernier full, parce que j'en ai fait qu'un, à Langkawi, en Malaisie, avec un petit taux d'humidité dans les, je dirais, 95-98%, et une température avoisinant les 40 degrés. Donc c'était pas forcément une course excellente pour moi, mais c'était très chouette comme du coup ça tue ma question, parce que j'avais une petite question de fin. J'allais te demander, quand on est directeur d'une zone Ironman, est-ce qu'on a besoin de se qualifier pour aller à Hawaï, participer, hein, pas juste encourager? Du coup, tu as répondu à la question. T'en as fait qu'un de full, donc de toute façon, j'imagine. Et je ne me suis pas qualifié, je te confirme. J'étais très loin d'avoir mon slot. Non, j'ai eu la chance de faire le championnat du monde en 2019 à Nice, mais sur le 73.
Mais non, Hawaï, ça reste... je pense que ça restera dans la case rêve et jamais je n'y toucherai en me qualifiant. Donc j'ai eu la chance d'aller à Hawaï pour voir, mais pas de courir là-bas. Maintenant qu'on en parle, t'as parlé des courses en Asie, t'as parlé de la qualif pour Hawaï. Est-ce que les courses en Asie sont plus faciles qu'en Europe? Alors le niveau est clairement pas le même, ça faut pas se le cacher. Maintenant t'as beaucoup d'expats aussi qui habitent en Asie et qui ont un gros niveau. Il faut aussi garder en tête que les chronos sont pas les mêmes, mais les conditions sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que quand t'as ce que je disais tout à l'heure, 90% d'humidité et une chaleur avoisinant les 35-40 degrés, ton corps il réagit pas pareil que quand tu as 20-25 degrés et 60% d'humidité. Ou du moins quand tu es européen et que tu vas faire une course là-bas, ou quand tu es américain, alors que quand tu es un local, tu es habitué. Quoi. Alors tu as beaucoup d'expats qui habitent dans la région qui, eux, ont le corps acclimaté à ce climat-là. Mais quand toi, européen, tu regardes, tu te dis, attends, mais ils se sont qualifiés avec un chrono de 4h40 sur 73, comment c'est faisable? Alors qu'en Europe, si tu fais plus de 4h15, tu peux oublier ton slot. Bah ouais, mais le premier footing que j'ai fait à Singapour, j'ai dû ralentir de, je pense, 15 secondes au kilo, et j'ai cru mourir à la fin. Enfin, c'est vraiment, en fait, ton cœur ne ralentit jamais. T'as beau ralentir ton allure, ton cœur ne ralentit pas. Il va stabiliser, il va stagner, mais il va pas ralentir. Et c'est hyper difficile à appréhender, surtout quand tu fais ton petit voyage, donc tu vas arriver 3-4 jours avant, histoire de t'acclimater, et tu crois que t'es acclimaté, mais pas du tout, parce que les conditions de la course sont complètement différentes. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si facile. Alors oui, le niveau est quand même un chouille en dessous, ça c'est indéniable, mais les conditions sont beaucoup plus difficiles, ce qui fait que tes performances s'en ressentent aussi. Après, quand tu as 90% d'humidité, 40 degrés de température, t'es dans les bonnes conditions pour préparer Hawaï, non ? T'es dans les bonnes conditions, mais est-ce que tu viens pour préparer Hawaï ou est-ce que tu viens pour te qualifier à Hawaï? C'est pas la même. Alors, tu vas tenter une qualif et puis une fois que tu l'as, tu restes sur place pour te préparer pour Hawaï, c'est ça, non ? C'est ça. Non, mais après, je sais qu'il y a eu, il y avait pas mal de gens qui tentaient. Par exemple, j'ai fait la course 73 à Colombo au Sri Lanka. C'était rempli de Français parce qu'au final, le Sri Lanka, c'est une belle destination touristique pour nous en Europe parce que c'est pas hyper loin. Et tous les Français ont empoché les slots pour. Alors c'était l'année où on pouvait se qualifier pour Nice, donc forcément, il y avait peut-être plus de Français qui avaient envie de faire les championnats du monde à la maison. Mais du coup, il y avait une majorité de slots qui étaient empochés par des Français parce que voilà, le niveau était quand même assez élevé et ils venaient faire une course où ils pensaient pouvoir empocher la qualif. Ok. Bon, mais si on compare un petit peu, parce que je crois que c'est une question que la très grande majorité de nos auditeurs ont en tête, c'est quelles sont les courses les plus stratégiques pour se qualifier à Hawaï. Tu devais t'en douter. Tu devais t'en douter qu'elle allait sortir celle-là. Le nombre de potes qui m'ont dit mais quelle course il faut faire. Et en fait, c'est hyper dur de répondre. Ça dépend d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que si une année on se rend compte que il y avait 400 ou 500 participants pour 40 ou 50 slots, donc ça fait plus ou moins 10% de chances de se qualifier, ce qui est quand même hyper élevé. L'année d'après, cette course-là, elle va passer de 400-500 participants à peut-être 1500. Et du coup, c'est plus du tout un bon plan pour te qualifier. Donc, il y a malheureusement pas de règles. C'est plus de monitorer un peu tes groupes d'âge parce qu'on publie les listes quand même assez régulièrement des inscrits. De regarder combien il y a d'inscrits dans ton groupe d'âge. Après, si t'es prêt à aller faire le 70.3 d'Avao aux Philippines où tu vas mettre 3 jours pour y aller et 3 jours pour revenir, tente ta chance. Mais il faut garder ça en tête. Pour moi, il n'y a pas de course plus facile qu'une autre, ou en tout cas, il n'y a pas une règle particulière. Il peut y avoir des courses plus faciles, mais ça sera identifié sur le moment et c'est difficile de prédire 6 mois, 1 an avant quelle course sera. Donc finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la course idéale pour se qualifier, la plus facile, il faut toutes les faire. C'est peut-être non, j'allais pas dire ça. Il est beau. Mais c'est peut-être finalement celle qui est à côté de chez toi parce que tu es acclimaté, tu connais Exactement. le parcours, t'as pas 3 jours de voyage et puis potentiellement t'as un paquet de potes qui sera là, donc c'est peut-être celle-là la meilleure. Non. Après, Olivier, tu parlais des slots. Le nombre de gens qui cherchent à se qualifier aussi pour les championnats du monde, ça représente aussi un
un pourcentage réduit par rapport au nombre d'athlètes. Donc, ce dont tu me parles, c'est vraiment pour une frange de nos athlètes qui représente peut-être 10 à 15%. Ouais. La majorité, ce qu'ils veulent, c'est comme tu disais, Armano, c'est s'éclater, c'est venir en famille, entre amis, etc. Et dans ces cas-là, oui, c'est la destination qui va compter ou la logistique qui va compter, et pas forcément est-ce que je vais me qualifier facilement pour les championnats du monde. Et pour en revenir aux championnats du monde, ça dépend aussi beaucoup de la destination. C'est-à-dire que si c'est typiquement à Topo en 2024, c'est peut-être plus facile d'accès pour les Australiens, les Asiatiques, que nous Européens, parce que c'est à l'autre bout du monde, et ça veut dire que pour aller à Topo, il te faut au moins 15 jours de vacances, le temps d'accéder en Nouvelle-Zélande. Tu vas vouloir rentabiliser ton voyage aussi parce que tu vas être en vacances là-bas, et que quand tu as besoin de 3 jours pour voyager, 3 jours pour revenir, t'essaies de rester un peu sur place. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. La destination des championnats du monde, je parle des 73, parce que évidemment pour le full, c'est Hawaï. Sauf. On va y venir d'ailleurs, Sauf Saint-Georges, mais c'est une exception. Mais sinon, c'est Hawaï. Donc ça, tu sais d'avance que tu vas devoir aller à Hawaï, qui est quand même relativement isolé. Et tu sais que c'est le deuxième week-end d'octobre, ça, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais là, on parle encore d'un nombre encore plus réduit d'athlètes qui peuvent se qualifier. Bon, on avait quand même ce micro Philippe Martin. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais tu pourras regarder dans les tablettes des inscrits Ironman, qui a 42 Ironman. C'est un très bon client, c'est ça ? 42 Ironman à son actif. Alors, pas toujours des labels Ironman, mais 42, en tout cas full distance. Et puis, qui nous disait que l'année du Covid, il a voulu aller à Cozumel, mais il a rencontré pas mal de problèmes pour y aller. Il a mis, 4 jours, je crois, pour y aller. En plus, quand il y était, c'était la tempête. Donc, il s'est retrouvé bloqué sur le port avec d'autres athlètes. Donc, il y en a qui y vont effectivement que pour le plaisir ou pour cocher une case, quoi. C'est ça. Non, après, ça dépend de la volonté de chacun, ça dépend des objectifs, ça dépend de plein de choses, mais encore une fois, la chance qu'on a, c'est qu'on a des courses à peu près, on va dire, partout dans le monde, dans des destinations complètement différentes. Sauf en Belgique, mais on va pas remettre un coup de bâton. Sauf en Belgique, donne-moi encore quelques mois ou années et on y sera. Mais des parcours différents, si tu veux nager en lac, en mer, en rivière, etc. Donc, il y a un choix tellement vaste que je pense qu'il y en a à peu près pour tous les goûts chez Ironman. Et alors, tu as mentionné le format Ironman qu'on connaît bien, le semi, 70.3 ou 70.3, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le 51-50. Alors, je sais pas comment tu le prononces, mais... tu l'as parfaitement bien dit, 51-50, ou 51-50 dans le jargon Ironman anglo-saxon. Voilà, pour rester en tout cas sur le triathlon. Et après, on sait que Ironman, c'est plus que juste du triathlon, ouais. mais... Alors, on a même, au-delà, je te coupe, on a au-delà du 51-50, on a encore plus court, parce qu'on a 4-18-4, qui est l'équivalent d'un sprint. On en a un aux Pays-Bas, on doit en avoir un au Danemark aussi, qui sont généralement des legacy de rachat de franchisés d'il y a plusieurs années, où ils avaient ces épreuves support qui servaient en fait à attirer un public nouveau qui est pas forcément à fond dans le triathlon, qui a envie de découvrir le triathlon, et donc qui va s'essayer sur des distances un peu plus courtes, type sprint ou olympique, donc 4-18-4 ou 51-50. Et ces épreuves-là, à la base, elles servent aussi à faire venir le plus grand nombre d'athlètes, à leur faire découvrir un peu notre univers. Et au bout d'1 ou 2 ans, généralement c'est le cas, ils entendent tellement parler d'Ironman 73 ou full, et ils viennent s'essayer sur l'étape d'après, qui va donc être le 73, et ensuite, pourquoi pas, le full distance. Et vous en avez combien, ça, des 51-50, vous en avez combien ? Tu me poses une colle. Dans ma région, j'en ai 2 ou 1, ça dépend. Cette année, il n'y en aura qu'un, puisqu'il sera à West Friesland, pas très loin de la Belgique, dans la petite ville de Hoorn, à côté d'Amsterdam, et sinon on en a un aussi à Maastricht, mais cette année, vu qu'on a un full à Maastricht, on a que le full et le 73, donc on n'a pas de 51-50. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ces distances-là, justement, le 51-50 et puis... C'est quoi, c'est le nombre de miles, 51-50 ? Alors, c'est le nombre de kilomètres. C'est là où c'est 73 et 140.6, c'est le nombre de miles cumulés sur les trois disciplines. Alors que 51-50, c'est le nombre de kilomètres. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Me demande pas pourquoi. Je ne suis pas derrière tout ça. Attends, parce que 51-50, du coup, c'est quoi ? C'est un format qui est exclusivement européen ? Format olympique, c'est exactement pareil. Donc, c'est 1,5-40-10. Et quand tu fais le calcul de... Mais je veux dire, c'est en kilomètres parce que c'est très européen, ou bien on les retrouve aussi aux États-Unis ?
je dirais oui. Sincèrement, j'ai pas forcément. Je connais pas bien. On en a pas beaucoup. Hein. On doit en avoir un à Cervia en Italie. On en a un donc aux Pays-Bas. En Allemagne aussi, je vois. Peut-être. Ouais, on doit en avoir en Allemagne. On doit en avoir quelques-uns peut-être en Pologne. On en a pas beaucoup. On doit en avoir. Et en Asie, je sais qu'on en avait un petit peu aussi. Puisque on va dire que le triathlon en Asie est un peu plus en retard par rapport à Amérique du Nord ou Europe. Du coup, c'était une marque qui aussi permettait de faire venir plus d'athlètes. C'est vrai que quand tu commences le triathlon, commencer direct par un 9, 90 et 21, ça peut faire un peu peur. Donc, avoir une distance intermédiaire, c'était aussi un moyen de faire venir du monde sur notre univers. Et c'est, y a un niveau assez relevé sur ce genre de course, ou bien c'est vraiment pour ceux qui débutent et qui veulent faire une initiation au triathlon? Bon, tu vas toujours avoir un gars qui va avoir envie de se faire une petite distance olympique en 51-50 en prépa de je ne sais quelle autre course. Donc, T'as tu vas toujours en avoir un qui va éclater un chrono, mais dans l'ensemble, c'est quand même plus on va dire, de la découverte. Et peut-être un peu moins compétitif que ce que tu peux avoir comme souvent finalement sur les DO, hein. Enfin, je veux dire, bon, à moins que ce soit dans une manche du championnat national ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus accessible, on va dire. Ouais, peut-être un peu plus loisir et moins compétition, encore que si tu t'inscris à une course, c'est que tu as aussi envie de faire de la compétition. Okay. Donc, il n'y a pas de règle particulière, mais c'est vrai que quand tu décides d'aller sur une distance un peu plus importante, généralement, tu t'es aussi investi beaucoup en entraînement, parce que c'est quand même pas anodin, ces distances. Donc tu as mis peut-être un peu plus de préparation sur un 73 que tu n'en mettrais sur un 56. Et pendant qu'on parle de différentes distances ou différentes disciplines, je pense que ça aura échappé à personne. Ironman a investi dans l'UTMB et notamment les UTMB World Series. Est-ce que ça rentre aussi dans ton giron à toi et qu'est-ce qu'il y a de beau prévu dans la région les prochaines années ? J'aimerais bien parce que l'UTMB est en France, mais non, pour le moment c'est un fonctionnement totalement indépendant, même s'il y a évidemment des passerelles et on discute et on essaie de travailler un maximum ensemble. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui on est on s'appelle The Ironman Group, mais ça veut pas dire Ironman. En fait, si tu veux, le pilier Ironman, c'est, on va dire, la branche triathlon de The Ironman Group. Aujourd'hui, on est présent sur l'ensemble des sports dits de masse, parce que tu parlais du TMB, mais on a aussi fait l'acquisition de la haute route l'année dernière. Donc, haute route, c'est course de vélo un peu dans les conditions Tour de France. Donc, par exemple, la haute route Alpes, c'est sur 7 jours, c'est course à étapes, où tu vas avoir un contre-la-montre, par exemple, l'année dernière, c'était l'Alpe d'Huez, montée de l'Alpe d'Huez en contre-la-montre, et tous les jours, tu as des étapes. Donc, c'est une itinérance, on s'occupe de toi, on te transporte tes bagages d'un jour à l'autre, d'un hôtel à l'autre. Donc, c'est vraiment dans les conditions des pros. Et il y a 5 ou 6 événements haute route. On est aussi sur le VTT, parce qu'on a la Cape Epic en Afrique du Sud, et on a commencé à créer des séries, Epic Series, sur la partie VTT en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, on est vraiment, et on a aussi alors moins en Europe, puisqu'on a que à Madrid, et on a eu à Liverpool dans le passé, mais les Rock'n'Roll Marathon Series, qui sont principalement aux US. Donc, on a course à pied, triathlon, vélo de route, VTT et trail running. Donc, on est vraiment sur l'ensemble des sports de masse. La stratégie, elle est assez simple. C'est-à-dire que quand tu fais du triathlon, tu fais et de la natation et de la course à pied et du vélo. Donc, tu vas toucher un peu à tous ces sports-là, ce qui fait qu'il y a clairement des passerelles d'un univers à l'autre, des connaissances aussi pour nous en tant qu'organisateurs qui sont communes. Ça nous permet de mutualiser dans un même pays, d'avoir plusieurs épreuves avec plusieurs marques différentes. Donc voilà, c'est une stratégie qui a commencé il y a maintenant, je dirais, 7-8 ans, où on a d'abord pénétré le marché de la course à pied avec les Rock'n'Roll Series, puis la Cape Epic et effectivement récemment l'UTMB et la haute route. Et l'UTMB, c'est quand même en moins d'un an, on a réussi à monter des séries avec plus d'une vingtaine de courses sur les World Series UTMB. Donc c'est quand même pas rien. Enfin, ça peut paraître anodin, mais je vous assure que mettre plus d'une vingtaine d'organisateurs autour de la table et de monter ça ensemble, ça a mobilisé beaucoup de monde pendant une période de temps quand même relativement courte pour créer tout ça. Donc
chapeau bas à tous ceux qui ont œuvré derrière ça. En termes de taille d'organisation, ça, c'est quoi? C'est une des plus grandes organisations d'événements sportifs ou pas du tout? Ouais. Oui. Ah bah, clairement oui. Enfin, en tout cas dans le sport de masse. Après, tu vas avoir dans l'univers du sport, tu vas avoir des organisations monstrueuses. Sans parler du foot, du rugby. Non, dans le sport de masse, de très loin. Tu vois, juste en Europe, on est quasiment 300 salariés. Okay. Juste en Europe. Donc c'est quand même assez conséquent. Ok. Et dans le monde, je saurais pas trop te dire, on doit être autour des 800 peut-être. D'accord. Ouais, ce qui est pas si énorme que ça finalement. Ouais, après on fonctionne aussi pas mal avec des contracteurs, tu vois, sur événements. Nous en France, on est une petite vingtaine. Clairement, t'es pas capable de livrer un Ironman à une petite vingtaine, donc on fait appel aussi à des freelances qui viennent nous aider sur les événements où les équipes vont monter à peut-être une quarantaine sur un événement, quoi. En plus, après on a les bénévoles qui viennent nous aider, mais donc oui, forcément tu es renforcé par des équipes externes et tu peux pas tout gérer toi-même sur les événements, enfin en tout cas qu'avec des salariés. Ok. Et c'est quoi l'ambition d'Ironman pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Racheter ASO et devenir le plus gros organisateur mondial. Voilà, ça c'est bien au-dessus de moi, tu sais. Mais non, déjà on a vécu 2 années quand même assez particulières. Hein. On a tendance à oublier que le Covid était là depuis quelques jours ou semaines avec l'actualité, mais clairement notre industrie a vécu, je pense, les 2 pires années de son histoire. 2020 étant absolument terrible puisqu'on a eu aucun événement. Alors en Europe, on a fait les Sables d'Olonne, on a réussi à passer entre les mailles du filet Covid en septembre. Et l'année dernière, malgré tout, on a livré une bonne partie de nos événements, mais sur un calendrier complètement chamboulé puisque tout a eu lieu entre juillet et septembre-octobre. Avec un nombre d'athlètes divisé par quasiment 2. Et des athlètes qui avaient déjà leur inscription en 2020, donc finalement, au niveau chiffre d'affaires, c'était n'importe quoi. Système de report, effectivement. Donc, et puis pour nous, organiser une course à 1000 athlètes ou à 3000 athlètes, ça coûte exactement la même chose. Non, 2 années très très difficiles. Donc on va déjà essayer de consolider. Enfin, l'air de rien, on a quand même fait l'acquisition de plusieurs boîtes là dans les 12 derniers mois. Donc voilà, consolider tout ça, faire en sorte que nos événements fonctionnent bien, que on revienne sur on va dire un trend où on était en 2019 où voilà, ça montait, la quasi-totalité de nos événements, notamment en Europe, était sold out. Donc de revenir voilà sur on va déjà un calendrier à peu près normal, ce sera ce qu'on peut nous souhaiter de mieux en 2022. A priori, on en prend le bon chemin parce que voilà, la plupart des pays commencent à lever les restrictions et je pense que les gens ont clairement envie de revenir à une vie quasi normale avec des événements remplis, hein, parce que c'est bête, mais quand t'as 1000 athlètes, bah c'est pas que c'est moins la fête, hein, on se doit de faire autant la fête pour ces 1000 là, mais plus on est de fous, plus on rit, et clairement ça se ressent dans l'ambiance, dans les spectateurs autour. Quand tu divises par 2 ou 3 le nombre d'athlètes, bah il y a un peu moins d'ambiance autour. Donc de retrouver ces ambiances de ligne d'arrivée à 23h30 où au final c'est noir de monde pour encourager les derniers athlètes qui vont passer la ligne. Ça nous a manqué aussi. Donc de revenir sur ces bases là. Et après, dans les années à venir, bah, pourquoi pas de continuer de se développer, hein. Le triathlon, c'est clairement un sport qui a le vent en poupe. On a grossi comme jamais ces dernières années. On est dans la majeure partie des pays du monde. Oui, il manque encore la Belgique, mais on finira bien par venir. On l'a pas dit, hein. Tu l'as dit tout seul cette fois-ci. Je pense qu'on sera parvenu à faire passer le message. Pour les auditeurs, j'ai vu sur vos yeux, sur vos têtes que vous alliez le dire. Donc, mais voilà. Donc, non, essayez d'ouvrir encore les quelques marchés sur lesquels on n'est pas présent, sur les pays où ça marche très bien, où il y a une forte demande. Pourquoi pas de créer de nouvelles épreuves, qu'elles soient en triathlon, qu'elles soient en trail ou en vélo. Mais en tout cas d'essayer de consolider les marques sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et sur ces pays en forte demande, est-ce que par exemple la France en fait partie? Parce que si on revient, alors je te parle de ça, et certaines personnes connaissent pas encore cette époque-là, mais moi je me souviens début des années 2000 où Ironman justement s'installe à Nice, alors qu'avant c'était les championnats, enfin c'était les championnats de France longue distance, mais c'était même pas en distance Ironman. Donc Ironman s'installe à Nice, c'était la porte d'entrée d'Ironman en France. Depuis il y a Vichy, il y a Aix. Est-ce que vous ambitionnez aussi d'aller ailleurs? Les Sables d'Olonne.
Est-ce qu'on ambitionne d'aller ailleurs ? Pourquoi pas ? On s'interdit rien. Après, il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu ouvres une autre destination en France, tu sais clairement que ça risque de déshabiller tes villes déjà existantes. Donc, il y a un jeu de vase communicant. Aujourd'hui, on a plutôt intérêt à organiser 4 épreuves avec 3000 athlètes, ce qui te fait 12 000 personnes, plutôt que de faire, je sais pas moi, 7 épreuves à 1600 et quelques, tu vois. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut pas faire n'importe quoi. Il y a la distance 73, elle marche très très bien en France. Tous les événements 73 sont sold out et on a un sacré nombre d'athlètes, puisque Aix, on est à plus de 2500, Les Sables, on est à 3300, Vichy, on est bientôt à 2500, et Nice, on est pareil à 2400. Donc, il y a une forte demande sur le marché du 73, donc pourquoi pas se développer sur cette distance-là. Après, quand tu développes ta base d'athlètes sur le 70.3, c'est des gens qui, plus tard, voudront aussi, pourquoi pas s'essayer sur la distance full. Mais voilà, il faut y aller crescendo, il faut pas faire n'importe quoi, il faut garder en tête que quand tu ouvres une destination, et je parle de la France, mais on a aussi beaucoup d'athlètes anglais, par exemple. Les Anglais qui vont à Nice aujourd'hui, si demain je crée une autre épreuve, peut-être qu'ils auront plus à Nice, mais ils viendront sur cette nouvelle destination, ou peut-être que ceux qui allaient en Allemagne viendront en France. Donc, on doit aussi avoir un raisonnement, une façon de penser beaucoup plus collective. Et pour mon collègue qui gère la région Allemagne, Suisse, Autriche, par exemple, on doit discuter parce que chaque nouvel événement aura un impact sur l'ensemble de nos événements. Donc il faut avoir vraiment une approche globale et pas centrée sur ton pays ou ta région. Et question corollaire, subsidiaire à justement l'augmentation du nombre d'événements ou l'augmentation du nombre de participants sur les événements. On l'a déjà dit à de nombreuses reprises, Hawaï, ce sont les championnats du monde de la distance Ironman, donc la distance full. Malgré tout, Hawaï n'est pas extensible. On ne peut pas mettre 50 000 personnes à Hawaï. Donc, plus vous allez ouvrir d'événements, vous allez faire quoi ? Soit vous allez réfléchir à dédupliquer les championnats du monde ou peut-être à mettre beaucoup moins de slots sur les événements qui sont déjà ouverts. Quelle est la stratégie que Ironman veut adopter, pour autant que tu sois aussi dans ces sphères de discussion ? Alors, je ne suis pas forcément dans cette... Ça, c'est vraiment une stratégie. On a une équipe qui est dédiée aux championnats du monde. Mais ton raisonnement est tout à fait logique et légitime. Mais je sais pas si tu as vu, mais à Hawaï, aujourd'hui, on est sur 2 journées d'épreuves. C'est la grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on aura une journée pour les femmes et une journée pour les hommes. Ce qui fait que, techniquement, tu augmentes ton nombre de slots. Avant, on était sur tout le monde combiné, sur une seule journée. On plafonnait, je crois, à plus ou moins 2400, parce que le port de Kailua à Kona est ultra limité et on peut pas mettre un vélo de plus. Donc là, en basculant sur 2 jours, déjà, tu multiplies par 2, au final, ton nombre de slots, ton nombre de qualifiés, donc ton nombre de slots potentiellement. Donc en augmentant le nombre d'épreuves, tu restes sur un nombre de slots par épreuve qui est à peu près ISO, voire un peu plus important. Attends, et ça, c'est à partir de quand de cette année ? C'est une bonne question. Moi, je crois que c'est octobre 2022. C'est-à-dire que les championnats du monde 2021 ont lieu bientôt en 2022 à Saint-Georges, et les championnats du monde 2022 ont officiellement lieu en octobre de retour à Kona, et c'est là où on mettra en place justement ces 2 journées. Et c'est exceptionnel. Ça fait des années que voilà, on sait que c'est une des seules solutions. C'est pas évident parce qu'on bloque complètement l'accès dans cette zone-là. Maintenant, économiquement, on sait aussi que cette île sans les finales mondiales Ironman prend aussi un gros coup économiquement. Donc c'était aussi dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir créer cette 2e journée, quoi. Et donc ça veut dire que tous ceux qui font un Ironman cette année, ils ont 2 fois plus de chances de se qualifier à Hawaï. Pas forcément, parce que tu vas avoir un système de slots hommes et femmes aussi. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, les femmes, elles sont quand même un peu moins nombreuses à participer au championnat du monde que les hommes. Donc, même si tu splits sur 2 journées, si tu avais 1500 hommes avant pour 500 femmes, sur la journée spéciale pour les hommes, tu pourras rajouter que 500 hommes. Tu pourras pas rajouter autant. Exactement. C'est aussi pour encourager, si tu veux, sur le 73, il y a toujours un écart entre les hommes et les femmes en termes de pourcentage de présence sur nos épreuves. Sur la distance 73, c'est moins flagrant. Sur la distance full, on est encore, on a besoin de faire venir plus de femmes sur ces courses-là.
c'est clairement une distance qui fait peur, hein. Enfin, il faut pas se le cacher, mais il y a de plus en plus de femmes qui font du triathlon. Je pense que le mot triathlon a fait peur pendant longtemps et est de plus en plus démystifié, parce que, enfin, en tout début de podcast, on parlait de triathlon association Ironman. Oui, à la fois heureusement et malheureusement. Heureusement pour nous, parce que quand on dit triathlon, on pense tout de suite à Ironman, mais c'est aussi les gens savent que dans leur entourage, il y a quelqu'un il y a un taré qui fait des Ironman et qui s'entraîne des heures et des heures. Donc, en associant le mot triathlon et Ironman, le mot triathlon, de facto, peut faire un peu peur. Alors qu'en soi, un super sprint, c'est très rapide, quoi. Ça prend peu de temps, ça demande pas des heures et des heures d'entraînement et ça permet de mettre le pied à l'étrier sur la discipline triathlon. Donc voilà. Mais oui, il y aura, j'espère, de plus en plus de femmes qui viendront participer à nos épreuves. En général, souvent, enfin moi, ce que j'avais en tête, en tout cas, c'était 1/3, 2/3, femmes-hommes. Tu confirmes ou pas? Ouais, on est plutôt sur un full, on va plutôt être autour des 20%. Ah ouais. Ok. Ouais. Okay, bon, ça dépend des destinations, mais ouais, on va plutôt être entre 20 et 25 grands max. Et pourtant, on sait que les femmes ont tendance à être de plus en plus performantes sur la longue distance. Ouais, et tu vois, sur la course à pied, alors pareil, peut-être que le triathlon suit un trend avec quelques années de retard par rapport à la course à pied, mais aux US, aujourd'hui, sur les distances 10 et semi, il y a plus de femmes qui participent à des courses que d'hommes. Et ils sont où les hommes, du coup? Donc tu vois, et peut-être qu'on y viendra, peut-être que dans 5 ou 10 ans, tu vois, sur la distance 73 par exemple, on sera quasiment à 50-50 hommes-femmes, quoi. Ok. Faut laisser le temps au temps. Ouais. En termes de valeur absolue, si on parle du nombre de triathlètes dans le monde, t'as un chiffre par rapport à ça ou pas? Non, Joker, aucune idée. Là, c'est. Moi, si on parle du nombre de triathlètes dans ta zone, toi, d'expertise. Ouais, c'est difficile à quantifier, à déchiffrer. Personne n'a la clé de ça, puisque tu vas avoir la partie fédérale, sauf que on se rend compte que c'est pas forcément représentatif. On le voit sur nos courses, hein, le nombre d'athlètes licenciés, il est à moins de 50%. Donc c'est difficile. Nous, on attire une partie de la population de triathlètes, mais on n'est pas non plus représentatif. T'en as beaucoup qui vont faire des courses de clubs qui sont moins chères, plus accessibles. Donc c'est honnêtement difficile de quantifier le nombre de triathlètes parce que le marché est assez éclaté et disparate, quoi. Moi, j'avais vu une étude, mais qui date un petit peu de la FF3, qui date de 2016, qui annonçait 3 millions de triathlètes. Mais bon, c'était en 2016. En France ? Non. 3 millions en France, ce serait juste énorme, quand même. Ça me paraissait énorme. Non, 3 millions, c'est là, worldwide. j'ouvrirais une course à peu près dans chaque ville de France. Non, c'est dans le monde entier, du coup. Ouais, en plus, une étude dans le monde, c'est encore plus difficile à réaliser et à quantifier, je pense. Ouais, c'est pas facile. Tu regardes, je sais qu'en Belgique, par exemple, il y a à peu près 6000 licenciés. Si tu prends effectivement le ratio de, je sais pas, le non licencié, c'est plus de 50%, comme tu disais. Donc, tu vois, on doit être entre 12 et 15 000. Voilà, donc tu as entre 1 et 2 personnes pour 1000 habitants qui est triathlète. Donc, si tu appliques plus ou moins le même ratio, voilà, ça permet d'avoir effectivement un peu une idée. Et je pense qu'on revient plus ou moins sur ces chiffres-là. À mon avis, ça a augmenté. Maintenant, je pense que les 2 dernières années, effectivement, ça a été compliqué. En fait, il y a eu très peu de triathlètes actifs puisqu'il n'y a tout simplement pas de course. Et puis ça aussi, comment est-ce que tu définis un triathlète finalement? Est-ce que le triathlète, c'est celui qui fait les 3 sports ou bien c'est celui qui s'inscrit à une course? Ah non, mais c'est exactement à partir de quel moment tu décides que tu es triathlète. Est-ce que c'est parce que tu as participé à une compétition ou est-ce que c'est tout simplement que tu vas nager, que tu fais du vélo? Enchaîner les 3 sports hors compétition, c'est quand même à la fois rare et c'est rare, mais ça pourrait. Tu vois, je veux dire, tu pourrais très bien. Tu pourrais faire un peu tu vas de course à pied de temps en temps, tu vas au boulot à vélo et puis tu nages en vacances. Ouais, tu vois, je veux dire, tu pourrais imaginer. Mais bon, est-ce que tu peux te considérer comme triathlète quand tu n'as jamais enchaîné les 3 sports à la suite? Justement, a priori. Et hors compétition, c'est quand même difficile, à moins que tu te mettes un petit challenge en disant tiens, je sors de la piscine, ou si t'as une piscine chez toi et que derrière, où tu nages en mer, remarque. Mais voilà, c'est quand même assez restreint et les gens qui font ça généralement. Sinon, on a qu'à prendre une autre définition, c'est celui ou celle qui écoute le podcast devenir triathlète toutes les semaines. Tu vois, ça peut.
Tu parlais tout à l'heure, justement, dans une de tes dernières réponses, qu'il y a certains triathlètes qui préfèrent aller faire des courses de club parce qu'elles seront peut-être un peu moins chères que des courses Ironman. C'est peut-être le moment, justement, d'aborder la différence concurrentielle que vous apportez par rapport aux autres courses. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir faire un Ironman plutôt que... On va pas citer d'autres marques, mais plutôt qu'un triathlon de campagne, pour ainsi dire. Campagne. Avec tout le respect que j'ai, je fais partie d'un club et on organise un triathlon de campagne, comme tu dis. Ça n'a rien de péjoratif, hein. On parle aussi souvent des courses de campagne. Avec toi. Et dans tous les cas, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour toutes les bourses, il en faut toutes les distances, etc. Donc c'est très bien et je pense que c'est gagnant. On va parler de triathlon indépendant pour voilà. pour rester politiquement correct. Qu'est-ce qui... déjà, si tu veux entendre le You Are an Ironman, il faut forcément venir chez nous. Ou alors, si j'entends ça quelque part, j'irai faire un petit tour. Mais déjà, c'est d'une. Non, il y a... c'est-à-dire que nous, on fait... voilà, déjà, on fournit un niveau de sécurité sur nos courses. C'est-à-dire que c'est fermeture de route, c'est équipe médicale renforcée sur renforcée, plus que renforcée. Donc on va dire que les 2 points sur lesquels on met le paquet, c'est sécurité et médical, pour que les athlètes soient en totale confiance et qu'ils se concentrent uniquement sur swim, bike, run et transition, parce que souvent c'est là qu'on perd du temps, mais voilà, qu'ils se concentrent vraiment sur leur sport et qu'ils aient pas à se dire merde, il y a une bagnole qui va arriver, il faut que je fasse attention, etc. Donc ça c'est le point numéro 1. Ensuite, et pour la petite anecdote, sur un triathlon de campagne, je me suis quand même pris une ambulance sur le parcours, hein, parce que le mec revenait d'intervention, il s'est garé et moi je sortais du parc. Si c'était un 38 tonnes, là, au moins, une ambulance, ils étaient prêts à t'embarquer. Exactement, si ça te mal. Donc ça, c'est le point numéro 1. Alors, ensuite, il y a vraiment l'expérience. C'est-à-dire que quand tu t'inscris à l'Ironman, on peut dire que on peut dire ce qu'on veut, mais c'est-à-dire que nous, on va t'envoyer aussi beaucoup d'informations pour t'accompagner. Encore une fois, s'inscrire en Ironman, c'est pas un acte anodin. Ça va avoir un impact sur ta vie perso, pro, social, enfin je pense que vous êtes passé par là. Heureusement on fournit pas les avocats pour les divorces, mais je pense que ça génère quand même des tensions internes. Donc nous on est là aussi pour accompagner sur comment te préparer, quels outils, quelle préparation, quelle nutrition, etc., parce que c'est une expérience qui est quand même assez exceptionnelle dans tous les sens du terme. Donc ça c'est un autre point. Il y a l'expérience sur place où quand tu viens, voilà, il y a le M.Dot un peu partout. Alors on peut dire que c'est du marketing, oui, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as envie de venir vivre l'expérience Ironman, parce que du début à la fin, tu vas être pris en charge. Ça va être le côté un peu waouh quand tu arrives. Et moi, j'aime bien aussi faire comme tu dis, des petites courses de campagne, parce que c'est tout simple. J'arrive le matin, je récupère mon dossard, en 3 secondes, je l'ai accroché et je fais ma course et je m'en vais. Un Ironman, c'est pas ça. Tu viens, tu passes du temps, tu vas te promener au merchandising, tu viens. C'est vraiment une expérience plus que je viens juste faire une course. Je pense. Elle est là la différence. Je parlais tout à l'heure il y en a pour tous les goûts. Il y a tellement de destinations. Généralement, quand tu vas faire un full, soit tu fais celui qui est à côté de chez toi parce que c'est plus facile, soit tu mets vraiment le paquet et tu fais, on va dire, une expérience Ironman / vacances où tu vas emmener famille ou amis et tu te fais 10-15 jours sur place et t'en profites et ça rentre dans une grande expérience. Et je pense que elle est là la différence, c'est que on dépasse le cadre juste de l'événement sportif où on apporte vraiment une expérience du début à la fin et même après, hein, tu vois, on parlait tout à l'heure de qualification, même si tu cherches pas à être qualifié, je trouve que c'est quelque chose à voir pour le comprendre aussi. Une cérémonie de slot allocation où je me qualifie pour Hawaï, de respirer cette ambiance Ironman, alors j'en parle aussi peut-être parce que je manque peut-être de neutralité étant de l'intérieur, mais en essayant de prendre un peu de recul, ça reste une expérience assez incroyable à vivre, un Ironman du début jusqu'à la fin, je pense. Peut-être que vous partagez, peut-être que vous partagez pas mon point de vue. Si, non, mais je pense que c'est devenu un symbole. Enfin, c'est pas pour rien que y a quand même beaucoup de gens qui se font tatouer le M de Ironman, voilà, sur le mollet.
J'en suis pas arrivé là parce que ça reste mon employeur quand même. Mais perso, moi non plus, je suis pas très tatouage, mais voilà, chacun son truc. Mais c'est vrai c'est quand même fréquent. On en voit quand même assez souvent. Bon, c'est rare d'avoir un mec qui s'est tatoué, je sais pas, le logo de son marathon ou de Asso ou de, enfin, tu vois. On le voit plus chez les Olympiens en fait qui se font tatouer les anneaux. Donc, oui, les Olympiens, mais bon, il y en a moins. Ironman au niveau des. Ouais, les Olympiens, on est vraiment sur un plan encore au-dessus. Mais parfois, on se fait critiquer sur le fait que nos dossards soient trop chers. On force absolument personne. Encore, on n'est pas un bien de première nécessité. C'est pas comme si on commercialisait des pâtes ou de l'eau ou je ne sais quoi. Enfin, on est sur un loisir. On ne force absolument personne et on ne tue absolument personne. C'est-à-dire qu'on n'écrase pas les autres courses. On laisse tout le monde vivre. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et encore une fois, ceux qui ont envie de vivre cette expérience, qu'ils le fassent et qu'on les laisse tranquilles aussi et qu'ils vivent leur expérience pleinement. Juste pour apporter un peu d'eau à ton moulin, je voulais aussi préciser que même pour les spectateurs, parfois c'est des super expériences. Moi, j'ai accompagné un copain à Francfort en 2019. Je vais l'accompagner aussi à Vitoria-Gasteiz l'année prochaine, enfin cette année. Et c'est vrai que quand tu es spectateur, un Ironman, ça peut être long. Enfin, même les meilleurs, s'ils font 8 heures, quand tu es le mari ou la femme ou le copain qui est sur le bord et qui attend que ton pote y passe, et en général, quand il passe en vélo, puis c'est parti. Ça n'empêche que l'expérience pour les spectateurs, elle est sympa aussi. Voilà. Je voulais juste rajouter. Ouais, mais t'as raison de le préciser. Et typiquement, moi, quand je choisis une destination pour un Ironman, la première personne à qui je vais demander, c'est ma femme, parce que au final, c'est elle qui va en subir les conséquences. Et du coup, c'est au-delà de prendre soin de l'athlète, qui est effectivement notre client numéro 1. Mais le prescripteur n'est pas forcément l'athlète. Ça peut très bien être la femme qui va dire non, t'es gentil, tu m'emmènes pas à je ne sais où. On va plutôt aller à Cozumel, typiquement, dans de l'eau turquoise et profiter du soleil. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, l'expérience des spectateurs, comme tu le dis, elle est de plus en plus importante pour nous, d'avoir une ambiance sur la ligne d'arrivée, écran géant, des speakers, de la musique, des DJ. Bah oui, tout ça, ça a un coût, mais ça permet aussi à tout un chacun de profiter de l'expérience et effectivement, même pour l'athlète, d'avoir des supporters autour de lui. Enfin, quand t'entends ton nom et que tu vois ta femme ou un copain qui t'encourage, bah tu vas accélérer. Certes que sur 200 mètres, mais tu vas accélérer parce que tu as envie de montrer que t'es bien. On l'a tous fait. Donc c'est important aussi. Et vous proposez des services pour les familles aussi ? Ou c'est pas encore dans le... Non, je veux dire pour les familles, les accompagnants, quoi. Bah, on va avoir, si tu veux, parfois tout ce qui est Iron Kids, donc des courses pour les gamins qui permettent aussi aux enfants d'être impliqués pendant l'épreuve. On va avoir, selon les épreuves, certaines navettes qui peuvent être mises à dispo pour que les spectateurs accompagnants puissent accéder à des points. Alors je parle surtout du parcours vélo parce que c'est là où c'est le plus difficile de circuler et d'accéder. Mais c'est le genre de service. On va avoir aussi régulièrement des services de restauration où tu te poses autour de la ligne d'arrivée et tu vas. Alors soit t'es en pleine ville donc t'as pas besoin parce qu'il y a des restos partout autour. Soit si t'es dans un endroit un peu plus isolé, bah tu fais venir des food trucks ou des choses comme ça pour que les gens puissent passer du temps, pique-niquer, etc. Donc c'est le genre de service qu'on peut mettre en place pour que les accompagnants aient la meilleure expérience possible. Ok. Et en interne, ça enfin, je veux dire, mis à part les jours de course où là, effectivement, on l'a compris, vous dormez pas beaucoup. Mais tout le reste de l'année, ça se passe comment ? C'est quoi le quotidien chez Ironman dans les bureaux ? Enfin, t'es en télétravail, donc voilà, mais... Non, mais souvent, alors, je dis pas qu'on recrute tous les 3 jours, mais parfois, je modère un petit peu parce que de l'extérieur, on a un peu l'impression que notre quotidien, c'est d'aller sur le terrain, préparer des événements. Enfin, pour que les événements se préparent bien sur le terrain, on passe 90 voire 95% de notre temps sur un ordinateur, sur Excel, sur PowerPoint, à faire des plans, etc., etc. Donc ça reste un travail majoritairement de bureau. Maintenant, il y a quand même une grande partie de terrain qui est indéniable. Il faut aller sur place, il faut aller prendre des mesures sur place, il faut rencontrer les villes, les communes traversées, discuter avec les autorités locales, etc., etc. Donc, mais pour que tout se passe à peu près comme sur des roulettes, il y a évidemment une énorme partie du travail qui se fait au bureau, comme une bonne partie des gens. Après, c'est vrai on va dire que la cerise sur le gâteau pour nous, c'est de se retrouver tous sur le terrain pendant une semaine, 10 jours, et de monter ça et d'avoir des pics d'adrénaline, parce que on a beau faire ça depuis des années, quand t'as un événement qui arrive, bah t'as quand même ce pic d'adrénaline. Alors la descente est moins. J'ai bossé sur la Coupe du Monde de rugby en 2007, c'était mon premier job.
travailles pour un seul événement, donc ton adrénaline elle monte très 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 haut pendant un mois de compétition et d'un seul coup, poum, tu retombes mais d'un coup et t'as plus rien derrière, quoi. Mais vraiment plus rien. Nous, on n'est pas là, c'est-à-dire qu'on a une saison complète. L'année d'après, on sait qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, donc tu redescends moins bas et tu remontes assez rapidement haut puisque t'enchaînes un événement quasiment tous les mois et parfois on a même des événements back-to-back où on est obligé d'envoyer des équipes déjà sur l'événement d'après alors qu'on n'a même pas encore démonté le premier événement. Je pense que cette année, on va avoir Nice et les Sables qui s'enchaînent. Donc là, il faut tout anticiper. Donc non, il y a quand même pas mal de terrain et le terrain, on va dire que c'est la partie préférée de tout le monde, mais il y a quand même cette partie de bureau qui est non négligeable, voire prédominante pour pouvoir passer les meilleurs moments sur le terrain, quoi. Si tu prends un événement en particulier, tu considères que c'est combien de temps de préparation ? En gros, est-ce que tu prépares l'événement de l'année d'après une fois que celui de l'année en cours est terminé, ou c'est plutôt à cheval sur 2 ans ? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins dès le lendemain, parce que typiquement un full, on va ouvrir les inscriptions le lendemain pour l'année d'après. Alors un 73, on est généralement sur une période de 9 à 10 mois avant la course, mais oui, on va plus ou moins dès le lendemain. Alors à plus ou moins forte intensité évidemment, mais honnêtement, on va dire que un an c'est bien pour pouvoir préparer un événement. Alors on va avoir des pics évidemment, hein. Je te dis pas qu'on est à intensité équivalente, et heureusement, parce que pendant la saison, on va travailler beaucoup plus que la moyenne, on va pas compter les heures, etc. Et pendant la saison un peu plus down, l'hiver, oui, on sera sur des horaires un peu plus relax entre guillemets, parce que il faut bien aussi récupérer de la saison que tu viens de passer, qui vient de s'écouler. Donc voilà, on est quand même sur des pics d'activité. Maintenant, il faut plus ou moins un an pour préparer l'événement de l'année d'après. Okay. C'est quoi les types de rôles que vous avez en interne chez Ironman ? Alors le fonctionnement, donc typiquement, moi, je suis donc directeur de région et on va dire que j'ai les équipes qui travaillent avec moi sont les équipes opérationnelles, et ensuite on va avoir ce qu'on appelle les fonctions support qui sont rattachées à des bureaux. Donc dans les bureaux de la France, on va avoir la fonction ou les fonctions marketing, les fonctions commerciales, les fonctions accompagnement des partenaires, les fonctions finance, etc., qui sont elles rattachées à des directions métiers avec un directeur Europe. Donc le directeur financier, par exemple, l'Europe est basé en Allemagne et il a des équipes finance dans plus ou moins chaque sub-région ou pays. Et après, moi, les équipes opérationnelles, elles sont vraiment rattachées et fonctionnent sur les événements de ma région, de mon pays. Et ensuite, on va avoir le soutien de tous les métiers. Donc voilà comment on fonctionne, et ça marche très bien. C'est un bon équilibre et ça permet d'avoir le même fonctionnement dans tous les pays et toutes les sub-régions de l'Europe en tout cas, et on a un fonctionnement qui est équivalent à peu près partout dans le monde. Quand tu dis des profils opérationnels, c'est quoi comme type de background ? C'est ce qu'on appellerait vulgairement chef de projet, c'est-à-dire qu'un directeur de course, c'est le chef d'orchestre, et il doit faire en sorte que la personne du marketing soit au courant de ce qui se passe sur son épreuve, que la personne qui va gérer le partenaire lui précise quelle activation va être mise en place parce que ça va avoir un impact sur la configuration de sa ligne d'arrivée. Il va devoir gérer son budget, donc parler avec les équipes finances. Il va devoir gérer avec la personne qui recrute les bénévoles pour estimer le nombre de bénévoles nécessaires. Donc c'est un chef d'orchestre qui a évidemment des compétences opérationnel et un peu logistique, mais c'est vraiment c'est un chef de projet, donc il a une timeline, il sait à quel moment il faut que telle chose soit mise en place, soit validée, activée. Il va gérer tous ses prestataires qui vont venir monter les barrières, tout ce qui est sécurité, la sono, les tentes, etc., etc. Donc c'est le garant du bon fonctionnement de l'événement, et pour ça il faut avoir c'est pas forcément des compétences que t'apprends à l'école, hein. C'est clairement de l'expérience. Tu débarques pas directeur de course à 23 ans en sortie d'école. Il faut avoir un peu de background, un peu de terrain, avoir vécu des expériences. Je parlais tout à l'heure, être capable de réagir avec la bonne décision au bon moment. Ça s'acquiert avec de l'expérience. Donc avant de pouvoir devenir un directeur de course, il faut avoir touché un peu à différents aspects. Donc ça peut être d'être focalisé uniquement sur le bike, par exemple, où tu te concentres que sur le parcours vélo, ce qui va se passer sur le vélo. Ensuite, tu vas peut-être toucher à d'autres choses, les ravitaillements. Et une fois que tu as une vision un peu plus complète et un peu de bagage opérationnel, là, tu peux
tu peux prétendre à devenir directeur de course parce que tu as une vision un peu plus globale de l'épreuve et moins centrée sur tel ou tel aspect. Vous avez un directeur de course par épreuve? C'est le fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle. Après, si on est amené à grandir, pourquoi pas en avoir plusieurs. Généralement, un directeur de course gère son épreuve et pourquoi pas aussi être impliqué avec un franchisé. C'est-à-dire qu'il va l'aider, l'accompagner en plus sur la course du Maroc, par exemple, ou la course à Oman, ou la course aux Pays-Bas. Donc voilà le fonctionnement qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que typiquement, quand j'étais chez ASO, j'avais 5 ou 6 courses à pied. L'implication sur un triathlon, elle est quand même un cran encore au-dessus. T'as toutes les communes à gérer sur le parcours vélo. Enfin, ça représente vraiment beaucoup de travail. Et aussi le fait que on revendique l'excellence, une expérience premium. Donc on se doit d'être vraiment aux petits oignons sur l'ensemble des aspects sur nos courses. Donc oui, pour le moment, on est sur un modèle où c'est plus ou moins un directeur de course un directeur gère une seule course. Okay. Ou un week-end. Et toi, ton rôle justement, c'est d'être le directeur des directeurs de course. Pour schématiser un peu. Alors, il y a un directeur opérationnel qui fait en sorte. Moi, mon rôle, c'est plus sur l'aspect managérial. Si tu me demandes à quelle heure a lieu le swim de Nice, je sais pas forcément répondre et c'est pas mon job. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les équipes sont toutes à leur place, que tout le monde marche dans la même direction et les mêmes objectifs, travaille pour les mêmes objectifs. C'est aussi de développer la marque, d'être un peu le garant de la marque sur les différents territoires cités au début. Et c'est de gérer l'entreprise Ironman en France et dans les autres territoires dans sa globalité, quoi. Donc on va dire plus garant de la stratégie et du management des équipes dans leur globalité. Et en interne, vous êtes tous triathlètes? Non, pas tous. J'encourage chacun de nos staffs, pas forcément à faire un Ironman, mais au moins d'avoir été en contact à un moment donné, hors nos épreuves évidemment, en tant qu'athlète. Je pense que ça aide à comprendre aussi le ressenti et le besoin de nos athlètes. Le message est passé. Donc maintenant, t'as pas le choix, t'es obligé de partager notre podcast à tout Ironman Europe. Non, c'est pas forcément une obligation. Et à la limite, quand on recrute, je suis pas forcément pour recruter des triathlètes avant tout, parce que le risque, c'est d'être un peu trop, tu vois, tout foufou, excité au moment où tu vas arriver sur une course, alors que quelqu'un qui a déjà touché au triathlon mais qui est pas un grand fan, il aura beaucoup plus de recul sur l'épreuve, il sera peut-être moins étoile dans les yeux avec la marque Ironman, etc. Obnubilé par Frodeno qui passe la ligne d'arrivée. Exactement. Aller vouloir prendre un selfie, on n'est pas là pour ça, clairement. Et du coup, quand t'as un peu plus de recul sur notre discipline et notre univers, bah effectivement, c'est pas que tu t'en fiches, t'as connaissance et conscience de qui est Frodeno, mais t'es pas à lui courir après pour vouloir avoir un mot ou un selfie avec lui. Bon, après, c'est vrai que je pense que ça fait quand même rêver pas mal de triathlètes de se dire je vais bosser chez Ironman. Vous recrutez maintenant. Bon, alors je sais pas quand sortira l'épisode, donc je sais pas si ce sera encore d'actualité, mais si c'est le cas, c'est peut-être le moment de faire passer le message. En ce moment, on recrute. Je crois qu'on doit avoir un stagiaire à recruter, mais là, on vient de recruter une nouvelle personne sur la partie marketing. Donc non, on n'a pas forcément de recrutement ouvert. Après, je vous invite à regarder régulièrement, parce que l'avantage aussi, c'est que on a un bureau en France, mais on a des bureaux partout en Europe, et on a régulièrement, que ce soit en Espagne, en Allemagne, UK, etc., des positions, des recrutements ouverts. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site de recrutement d'Ironman si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, ça marche, le message est passé. Alors justement, on a mis tout de suite les pieds dans le plat aujourd'hui. On a commencé à parler tout de suite d'Ironman et très peu de toi finalement. Peut-être pour nous diriger vers la fin, on va peut-être pouvoir revenir à toi. On l'a compris, tu as eu, avant l'expérience Ironman, tu as eu d'autres expériences, notamment avec ASO. Et c'était pour reboucler un petit peu avec justement des recrutements qui pourraient être ouverts ou des profils que vous pourriez rechercher, enfin hors des profils support technique, je parle marketing, finance. C'est sûr que tu vas pas forcément chercher des gens qui ont d'expérience dans le triathlon ou du moins dans d'autres domaines de sport. Mais toi, pour revenir à toi, tu as fait quelle formation et quelle expérience tu as eu pour pouvoir arriver chez Ironman? Je vais répondre à la première question. Ma formation, j'ai fait une école de commerce à Angers. C'est pas là que j'ai appris mon métier. J'ai toujours été passionné par le sport.
c'est un détail, mais j'étais président du bureau des sports à l'école et au final, à niveau, on va dire, étudiant, universitaire, c'est déjà un premier pas dans ce que tu as envie de faire. Et tout de suite, j'ai voulu basculer sur la partie, sur le métier sport. Donc, c'est comme ça que je suis rentré. J'ai fait un premier stage de fin d'études à la Coupe du Monde de rugby. Et ensuite, j'ai trouvé mon premier job chez ASO sur une partie sponsoring, commercial. Et c'est comme ça que j'y suis resté, que j'ai grandi au sein de la boîte. Et après, c'est des opportunités, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, quand je recrute pas forcément sur des compétences techniques, je recrute aussi beaucoup sur un état d'esprit. C'est-à-dire que typiquement, le dernier recrutement qu'on a effectué, on a eu des candidats qui venaient du milieu de la banque, de la tech, etc. Je pense que ce que je disais auparavant, j'ai pas appris mon métier à l'école. Je l'ai appris avec le terrain, avec l'expérience, les opportunités. Parfois, il faut aussi savoir, d'une, être patient et de deux, aussi bousculer un peu les portes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une équipe qui fonctionne très bien et j'ai envie que ce fonctionnement se maintienne. Et du coup, je préfère avoir une personnalité qui rentre parfaitement dans l'équipe plutôt qu'une compétence spécifique où je pense que si t'es malin et si t'as du bon sens, tu vas l'acquérir assez rapidement. Alors que l'état d'esprit, c'est plus difficile à acquérir. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, je me concentre plus sur ça, sur une façon d'être et un état d'esprit plutôt que sur des compétences particulières. Alors, évidemment, il faut avoir eu un peu de compétences quand même en lien avec le métier sur lequel tu vas exercer. Mais voilà, on va dire à deux candidats plus ou moins équivalents au niveau des compétences, c'est vraiment l'état d'esprit qui fera la différence. Et ça, c'est hyper important parce que, enfin, je l'ai répété plusieurs fois pendant le podcast, on fait un métier où on est sans filet, où il faut se serrer les coudes, où si toi t'es dispo et que tu vois que t'as un petit camarade qui est en galère sur tel ou tel point du parcours ou de la transition, bah, tout de suite tu vas aller lui filer un coup de main et ça c'est un état d'esprit à avoir. On est sur de l'événementiel, on est sur on se serre les coudes et on avance tous ensemble dans la même direction. Donc c'est pour ça que si je peux donner un conseil, c'est vraiment voilà, d'avoir un esprit collectif, d'équipe, une ouverture d'esprit et la volonté d'apprendre et c'est ce qui pour moi prime sur beaucoup de choses. L'événementiel, c'est quand même un domaine qui est très particulier, c'est beaucoup de stress en peu de temps, puis bon, et puis on relâche un peu la pression, puis voilà. Tu te vois faire ça toute ta vie, ou bien tu te dis bon, il y a un moment où peut-être que je me prendrai un job un peu plus cool. Ben, en fait, j'aime tellement ce que je fais que pour l'instant, je me vois pas faire autre chose. En plus, là, on en a parlé, mais avec les acquisitions qu'on a faites dernièrement, voilà, ça ouvre une multitude de perspectives et à aucun moment je me dis bon bah j'aurais fait un peu le tour et je vais m'ennuyer dans les prochaines années. C'est tout le contraire. Donc déjà ça joue beaucoup. J'ai pris un peu plus de recul sur l'opérationnel et j'en ai fait beaucoup et c'est ça qui est vraiment stressant. Alors je dis pas que quand je vais sur les événements je prends ça par-dessus la jambe et je me dis ça c'est pas mon rôle d'organiser l'épreuve, il y a des équipes pour ça, évidemment que non, et s'il y a un problème sur l'épreuve, je suis le premier à prendre et qu'on viendra chercher, donc évidemment que ça m'importe. Mais voilà, je suis moins, on va dire, les mains dans le cambouis et dans l'opérationnel pur, donc j'ai peut-être moins ce stress et aussi peut-être un peu plus de bouteilles par rapport à ça et d'expérience, et du coup j'arrive à gérer le stress maintenant complètement différemment. Donc ça m'impacte moins. C'est plus, je suis souvent en vadrouille sur les événements de la région. Je dois me faire, je sais pas, peut-être une 10-12 de week-ends dans l'année. Bon, c'est ça où ça prend du temps, où j'ai une femme, des enfants, et il faut réussir à jongler avec tout ça, quoi. Mais en soi, le métier, pour répondre clairement à ta question, non, aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose que ça, parce que je prends un tel pied et on est sur une marque, sur des événements qui sont fascinantes. La marque fascinante et les événements fascinants, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les années à venir, notamment en Belgique. Oui. En tout cas, il y en a un qu'on avait croisé et qui a l'air de bien gérer la pression, notamment sur l'organisation des courses. Tu parlais tout à l'heure que justement en Belgique, il y avait 2 champions du monde qui venaient de Belgique. C'était Fred Van Liert qu'on avait reçu sur un des triathlons qu'il organise. Et c'est vrai qu'il a l'air de savoir bien gérer la pression. Donc, on serait impatient de voir comment toi tu gères sur une course. Donc, on viendra peut-être faire un petit tour, un de ces 4. N'hésitez pas, vous êtes la bienvenue. Quels sont tes objectifs prochainement là? T'as des triathlons à venir là dans les mois? C'est compliqué.
mais j'aimerais bien peut-être faire soit Vichy, en tout cas le 73, parce que voilà, le lendemain il y a le full, mais ça me permet de voir un peu de l'intérieur, ou sinon peut-être Tanger fin octobre au Maroc. Première édition, je suis allé voir le site de course qui est absolument génial. C'est pas loin, c'est facile d'accès et c'est un spot qui est vraiment cool. Et tu vois, fin octobre, c'est fin de saison, tu vas avec femme et enfants, ça permet de passer un peu de temps au soleil quand généralement en France il fait moins beau et moins chaud. Donc c'est une bonne destination. Ok, c'est le deuxième au Maroc, c'est ça? Il y avait déjà Marrakech? Il y a eu Marrakech et on a décidé de déménager parce que Marrakech a été annulé en 2020-2021 et du coup on a décidé de relancer la marque Ironman plutôt à Tanger pour de multiples raisons et notamment logistique parce que le site de course, encore une fois, c'est assez extraordinaire parce que tu nages dans la Méditerranée et tu roules le long de l'Atlantique. Et ça, il y a peu de villes ou peu d'endroits dans le monde où tu peux faire ça. Et du coup, tu vois vraiment la différence et les routes sont absolument incroyables, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est vrai que la destination est plutôt sympa. Ah bah écoute, bon à savoir, on se le note. Et pour le coup, je pense qu'il y a peut-être moyen de se qualifier plus facilement par rapport au nombre d'athlètes et au nombre de slots disponibles. Bon, bah ce sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, on a quelques oreilles qui écoutent le podcast quand même, donc il va falloir aller vite pour t'inscrire pour Tanger, Olivier. Bon, on n'a qu'à sortir l'épisode un peu plus tard. Ouais. Ça marche. Thibaut, on a une autre tradition dans ce podcast qui s'appelle Devenir triathlète. C'est un peu la question de clôture. À ton avis, quel est le meilleur moyen de devenir triathlète? Être pote avec des triathlètes. C'est pour moi le meilleur moyen parce que déjà tu vas te faire brainwasher par tes potes qui vont te dire mais allez viens t'essayer. Ensuite je pense que le triathlon c'est, même si c'est un sport que je pratique individuellement, je pense qu'il y a quand même un esprit de groupe à avoir. Enfin en tout cas je vais faire de la piste avec le club, des sorties vélo, donc c'est important d'être entouré, notamment quand tu commences le sport, parce que je le disais plusieurs fois, ça fait peur, tu sais pas trop comment tu gères tel enchaînement, etc. Donc d'être entouré d'amis triathlètes qui peuvent te guider, je pense que c'est essentiel. Donc c'est bateau, mais je dirais que c'est le conseil que je donnerais, c'est d'être entouré d'amis qui ont soit déjà goûté au triathlon, soit en font actuellement, et ce sera la meilleure façon d'être guidé, d'être mis sur de bons rails pour te lancer sur ce sport absolument génial. Alors pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que souvent quand tu as mettons une soirée ou quoi avec des triathlètes et des non-triathlètes, quoi qu'il arrive, les triathlètes vont parler triathlon toute la soirée. Donc effectivement, si tu te retrouves en minorité à ce moment-là, c'est vrai que ça peut donner envie. Ou alors au contraire. Mais finalement, t'es la deuxième personne à nous dire presque la même chose. Hélène Guillaume, qu'on a reçue, nous a dit à peu près la même chose aussi. C'est de s'entourer de triathlètes pour pouvoir te donner envie d'y aller. Mais pas que. Il faut aussi sortir un peu du triathlon. Bien sûr. Et puis, la dernière question vraiment de clôture, c'est pour autant que ce soit nécessaire, si on veut te suivre toi, si on veut continuer la discussion ou si on veut en savoir plus sur les différentes épreuves Ironman un petit peu partout dans le monde, quel est le meilleur moyen de le faire? Probablement sur LinkedIn. Voilà, généralement, je vais poster quelques actus en tout cas sur ma région, au niveau des épreuves, au niveau du développement qu'il puisse y avoir dans la région. Je pense que c'est le meilleur moyen pour me suivre. Ok, super. Ça marche, génial. Et puis ironman.com, voilà, pour ceux qui... Ouais, c'est une plateforme qui est plutôt bien faite où, encore une fois, tu peux chercher selon la course que tu as envie de faire, du dénivelé, nager dans un lac, dans un océan, tu peux chercher par pays, etc. Donc ça recense toutes nos épreuves à l'année et ça, je pense que dans le catalogue de courses, chacun peut y trouver son choix qui matchera avec sa disponibilité. Finalement, il y a une seule info que vous mettez pas, c'est le nombre de slots ouverts. Mais ça, c'est peut-être... si, je pense que tu peux trouver. Si, quand tu cherches sur l'épreuve, tu scrolles et tu vas voir, tu trouves le nombre de slots disponibles. Tu ne vois pas en live le nombre de concurrents inscrits,
Mais pareil, si tu fouilles un peu, on met régulièrement les listes d'inscrits à jour. Et après, à toi de faire un petit... Alors, on va pas tout cuire non plus, à vous de chercher un peu, ça fait partie de... Il va falloir développer un petit algorithme, tu sais, qui reprend le nombre de slots et tout ça. Ça fait partie de l'expérience d'aller chercher un peu quelle course où on a le plus de chances de pouvoir se qualifier. Bon, on va développer notre algo qu'on mettra sur Devenir Triathlète. Quel est le meilleur, quel est l'Ironman le plus facile d'accès pour avoir une qualif? Thibaut, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour cet échange super sympa, super intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que les prochaines courses se passent bien et puis qu'on se retrouve peut-être à Nice, à Vichy ou au Sable, un de ces quatre. Exactement. Merci à tous les deux en tout cas. Et oui, qu'on nous souhaitait une bonne saison 2022, un retour à la normale et plein de sourires sur les lignes d'arrivée et d'entendre des You are an Ironman en veux-tu. Écoute, ce sera fait. Je pense que la saison 2022 sera on fire. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Thibaut. À plus. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.